toutes les femmes et puis à tous les hommes. Alors, je suis là pour représenter le présidente de l'agence pour Roche Picard, Anne Tiberghien, qu'elle n'est pas ici parce qu'elle est retenue par d'autres causes et puis ce n'était pas possible de venir. Donc, comme je suis vice-présidente pour le département de le Somme, alors j'ai dit que je voulais bien venir faire un tutour ici. Et alors, quoi que je m'en vais vous dire, qu'on est quand même content d'être là. Hein. Un des fins bénaises de vous souhaiter la bienvenue ici pour une conférence exceptionnelle, hein, quand même. Hein. C'est exceptionnel de vous avoir là, hein, consacrée au dictionnaire de langue de notre coin, de langue picarde, pour le 21e siècle. Un sujet vraiment qui nous actionne, qui nous met en appétit et qui est plus que jamais d'actualité. Alors, on a l'honneur et demi d'accueillir une femme, Kalélo, là, Farétuse, hein, Ludmila Smirnova, qui est linguiste, reconnue pour ses compétences spécialistes en langue régionale et notamment pour le picard. Et vraiment, elle la remercie du fond de notre cœur d'avoir bien voulu venir, surtout qu'elle vient de Lille, hein, quand même, hein, à la fauche déplacement. Alors, elle est accompagnée par son époux, hein, Alain Dozon, et qui est lui aussi, un des très grands spécialistes de la langue picarde. Et vraiment, on est honoré, comme vous ne pouvez pas savoir, que vous fussiez là et tout, que vous soyez là aussi. Ludmila Smirnova, chez l'autrice ou la co-autrice, je ne sais pas si on dit autrice ou auteur, enfin vous choisirez vous-même, vous choisirez. Elle est donc à l'initiative de plusieurs ouvrages de référence, dont les cahiers d'exercice ch'ti à 6000, le dictionnaire fondamental français-picard qui a été publié en 2020 par l'Agence régionale de la langue picarde, et le tout récent, c'est Chenouvionnais, hein, dictionnaire pratique et phraséologique français-picard. Et comme on dit, et ça se dit comme ça, comme au d'un schnorr, et la Picardie, le Robert, souvent en collaboration avec Osnom, Alain Dozon. Ils ont saqué dedans à deux pour faire du meilleur ouvrage qui puisse se faire. Après une première carrière universitaire en Russie, vous avez donc soutenu en 2016 une thèse de doctorat en sociolinguistique à l'UPJV sur la comparaison entre les langues minoritaires picardes et la langue donc, de Russie. Vous avez ensuite collaboré avec le CNRS, notamment dans le cadre du projet SIMILA, et poursuivi des recherches comme membre associé au Cercle, à l'UPJV toujours, sur les politiques linguistiques et sociolinguistiques de la langue picarde, du picard. La conférence là que vous allez venir nous donner va revenir sur la création du dictionnaire pratique et phraséologique français-picard publié l'année passée chez Touet en 2024, un outil innovant, c'est vraiment une nouveauté, orienté du français vers le picard, couvrant ainsi tout le domaine linguistique et intégrant un important travail de standardisation et de phraséologie. Vraiment, je tiens tout mon cœur, au nom de l'Agence pour le Picard, à vous adresser nos plus vifs remerciements à nos deux partenaires et plus que précieux. Le théâtre Tchécabotan, allez-y, monsieur Jean, allez vous asseoir. Tranquille. Le théâtre Tchécabotan d'Amiens, haut lieu du patrimoine culturel picard, la Société des antiquaires de Picardie, la SAP, engagée depuis toujours dans la valorisation de notre histoire et de nos patrimoines de notre coin. Merci Gramin, Itou, H Conseil régional du Haut-de-France et H département de Somme, parce que c'est quand même eux qui nous donnent des sous pour qu'on puisse organiser des conférences comme vous. On va vous souhaiter à terre tous et de passer un bon moment. Sûr qu'elle va apprendre plein de choses, plein d'échanges, maintenant, après et sur l'avenir de notre belle langue picarde. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je vous remercie d'être là. Et pour moi, c'est un immense honneur de pouvoir présenter les résultats de mon travail
dans cette institution, le théâtre de Chekabotan-Damiens. C'est un lieu culte pour la langue picarde et la culture picarde. La question qui nous a réunis aujourd'hui serait: quelle question pour le Picard au XXIe siècle? Je ne pourrais pas, bien évidemment, vous donner une réponse définitive aujourd'hui, mais peut-être une des réponses possibles. Voilà comment j'envisage d'aborder cette problématique aujourd'hui. Pour commencer, un bref survol historique des 3 générations ou des 3 étapes des dictionnaires picards est nécessaire pour comprendre l'évolution de la pensée lexicographique dans le domaine du picard. La Picardie linguistique, c'est une terre des dictionnaires. Quand on consulte un dictionnaire picard, il faut bien comprendre où il se situe dans l'évolution de la lexicographie picarde. Qui est l'auteur, sa personnalité, sa démarche, etc. Ce qui est important, c'est de connaître le paysage politique actuel qui est en évolution. Et actuellement, il y a une nouvelle demande sociétale qui nécessite la révision de l'ensemble des outils de promotion du picard comme langue régionale. Ensuite, l'essentiel de ma présentation sera consacré au dictionnaire pratique et phraséologique français picard, dont je suis l'auteur. Ici, je présenterai la structure du dictionnaire, les principes qui l'ont sous-tendu, et je décrirai concrètement mon travail pour le mener à bien. Je vous parlerai également des difficultés que j'ai rencontrées lors de mon travail. Dans l'histoire de la lexicographie picarde, on pourrait distinguer 3 périodes. La première période s'étale sur tout le XIXe siècle. Cette période est représentée notamment par 4 auteurs et leur ouvrage. Je cite le dictionnaire Rouchy français de Gabriel Écart, paru en 1815. Ensuite, le glossaire étymologique et comparatif du patois picard d'Abbé Corblay, paru en 1851. Ensuite, le dictionnaire du patois de la Flandre française et wallonne de Louis Vermès, 1867, ainsi que le patois boulonnais comparé avec les patois du nord de la France de Hénuret, 1903. Donc, vous voyez les extraits sur les slides. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces 4 lexiques? D'abord, le moment de leur apparition. Ils s'inscrivent dans le mouvement de démocratisation des dictionnaires qui touche toute la France au XIXe siècle. Tout le monde veut avoir son dictionnaire. C'est à cette époque qu'on voit apparaître des dictionnaires sous différents formats, par exemple des dictionnaires portatifs. En 1906, le premier Larousse arrive. Les Picards veulent aussi avoir son dictionnaire, voire plusieurs. Deuxième caractéristique, c'est le fait de proposer une vision globalisante du picard. Chacun de ces lexiques couvre une zone assez vaste. Les termes relevés ne sont pas localisés. Les mots anciens peuvent se mêler aux mots modernes. La tentative comparativiste de certains auteurs est explicite. De ce fait, les dictionnaires de cette époque doivent être utilisés avec précaution, même s'ils sont d'une grande richesse linguistique. La deuxième période, ou la deuxième génération des dictionnaires picards débute en 1897 avec le lexique saint-paulois de Edmond Edmond. Là, il faut dire qu'il n'y a pas de stricte séparation entre les périodes. Hein. Elles se chevauchent. À la différence de la génération précédente, les auteurs mettent l'accent sur une stricte localisation des recherches dialectologiques. Ils décrivent le parler d'une ville ou d'un village, même s'ils étendent un petit peu leurs recherches sur une zone plus large.
Cette exigence de localisation a été exprimée par Albert Dozin en 1946. Vous voyez sur cette slide, vous voyez une citation. Pour Albert Dozin, le glossaire doit être réalisé par un auteur indigène qui est le mieux placé pour décrire son parler natal. Dans cette catégorie des dictionnaires, on peut citer bien évidemment le dictionnaire des parlers picards du Vimeux de Gaston Vasseur, le grand classique qui représente bien cette génération des dictionnaires picards. Dans les deux cas cités, à savoir celui de Edmond et de Gaston Vasseur, les auteurs se concentrent sur une seule localité dont ils sont natifs, même s'ils élargissent un petit peu leur champ de recherche. À cette époque, les auteurs sont conscients des particularités phonétiques de leur parler. Et ils transmettent ces particularités en utilisant un alphabet phonétique rigoureux. Vous voyez l'exemple sur cette slide ainsi que sur la slide précédente. Ce type de dictionnaire local est toujours d'actualité. Dans cette catégorie, on pourrait citer des centaines d'ouvrages faits par des linguistes ou des amateurs. Par exemple, Schlamassuer, dictionnaire Picard-Français, Français-Picard, de Marie-Madeleine Duquesne, paru en 2004, qui décrit le Picard du quartier Saint-Leu à Amiens. Mais il faut admettre que la matière s'épuise. Pour illustrer ce fait, je voudrais citer un autre exemple, le dictionnaire de Gérard Leduc, le parler picard cambrésien de Saint-Hilaire-les-Cambrais. Il y a quelques mois, j'ai fait connaissance, j'ai rencontré Monsieur Leduc, qui venait de publier en juin 2024 ce dictionnaire. Il avait effectué entre 1967 et 1968, dans le cadre de son mémoire de maîtrise, des enquêtes sur la base du questionnaire de l'Atlas linguistique Picard. C'est une vraie étude dialectologique très sérieuse et j'en profite pour en faire la publicité et c'est un travail de haute qualité linguistique et c'est un travail que je vous recommande Bémol, ce type d'enquête ne serait plus envisageable vu l'état actuel de la langue. À ce jour, à ma connaissance, c'est la toute dernière publication d'un lexique localisé, une étude dialectologique de haut niveau scientifique. En même temps que les études dialectologiques se multipliaient, les études localisées se multipliaient, l'idée qu'il fallait les rassembler et synthétiser s'est imposée. En 1902, Édouard David et Charles Lamy ont coécrit un dictionnaire, le dictionnaire des patois du nord de la France, où ils ont regroupé les vocables issus de leurs travaux antérieurs et de leur propre connaissance du picard d'Amiens et de Cambrai. Malheureusement, ce dictionnaire n'a jamais été publié, il est toujours à l'état de manuscrit et consultable à la bibliothèque d'Amiens. Dans la même catégorie des dictionnaires, il faut évidemment citer le dictionnaire général français-picard de Jean-Marie Braillon, qui est un énorme travail de synthèse dont l'intégralité malheureusement n'est pas accessible au grand public. Je ne peux pas ne pas citer les travaux lexicographiques de René Debry,
dont les publications occupent une place à part. Dans ses travaux, il applique strictement le principe de localisation tout en couvrant de vastes zones. Entre 1961 et 1987, René Debrie publie 8 lexiques picards qui couvrent toute la partie sud du domaine linguistique picard. Tous ces travaux que j'ai cités et tous ceux que je n'ai pas cités rendent possible de nouvelles synthèses, comme celle que je vais modestement vous présenter aujourd'hui. Mais avant ça, il faut dire quelques mots de la nouvelle position publique et sociétale du picard. La première pierre qui a été posée sur le chemin de la reconnaissance du picard comme langue régionale a été le rapport de Cerchi-Gligny, Les langues de la France, publié en 1999. Il aura fallu attendre 20 ans la promulgation en mai 2021 de la loi Molac relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, suivie par la circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en décembre 2021. Cette circulaire a complètement bouleversé et a restructuré la manière de concevoir la promotion du picard. Cette promotion reposait essentiellement sur les activités associatives et militantes. Désormais, le picard, comme le flamand occidental, autre langue régionale des Hauts-de-France, figure parmi les langues qui devraient être enseignées. Cette évolution s'accompagne de nouveaux besoins pour des outils pédagogiques, parmi lesquels les dictionnaires occupent une place importante. J'en viens maintenant à l'essentiel de ma présentation. Aujourd'hui, je vous présente le dictionnaire pratique et phraséologique français-picard, publié par l'Agence régionale de la langue picarde en mai 2024. Le projet porté par l'Agence et qui a été soutenu par la région Hauts-de-France et le ministère de la Culture. Ce travail est la suite logique du dictionnaire fondamental français-picard paru en 2020 et que j'ai fait en collaboration avec Alain Dawson. Les deux dictionnaires s'inscrivent dans la lignée des dictionnaires de la 3e génération, c'est-à-dire les travaux qui se donnent pour objectif une synthèse globale des ressources lexicographiques picardes. Les deux dictionnaires ont en commun d'être organisés dans le sens du français vers le picard. Avec le dictionnaire fondamental, notre objectif était de travailler sur les 1000 mots les plus utilisés en français littéraire d'aujourd'hui. Finalement, notre champ de recherche s'est élargi jusqu'à 1100 entrées. Et pour ce nouveau dictionnaire, l'agence avait souhaité étendre la liste jusqu'à 5000 entrées. J'ai rajouté 4000 entrées aux 1100 entrées du dictionnaire fondamental, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le dictionnaire pratique et phraséologique comporte 5100 entrées, peut-être un petit peu plus. Et si on ajoute toutes les sous-entrées, on arrive à 6000 unités. Il faut préciser qu'ici on parle bien des entrées et des sous-entrées en français. Et si on allait compter le nombre d'équivalents picards, on arriverait plutôt à 15 000 mots. L'objectif du projet pour les deux volets est de fournir aux enseignants, aux apprenants, aux locuteurs
intéressés par le picard, un outil fiable pour un usage littéraire du picard. Et un guide pour aller vers une éventuelle standardisation de la langue avec une vision globale du vocabulaire picard à l'échelle de la région. Après avoir défini le volume du dictionnaire, c'est-à-dire le nombre d'entrées qu'il doit contenir, il fallait en constituer la liste précise. Alors, comment, sur quels critères choisir ces 5000 mots sur les centaines de milliers de la langue française, puisque on part du français pour aller vers le picard. L'idée était de choisir les 5000 mots français les plus fréquents. Le problème, c'est qu'il existe plusieurs listes concurrentes. Les mots les plus fréquents ne sont pas les mêmes dans les textes littéraires, dans des articles de presse, dans le français parlé, dans les livres pour enfants, etc. Nous avons choisi de repartir d'une recherche dénommée lexique, effectuée dans les années 2000 par le laboratoire LPNC, qu'on peut consulter sur un site internet affiché sur cette diapo. Cette recherche s'appuie elle-même sur un stock de la base de données Frontext. Donc, vous voyez sur la slide, sur cette image, le schéma de ma réflexion. Alors, Frontext constituait de romans publiés entre 1950 et 2000. La base de données lexique comporte 55 000 lettres ou mots et leur fréquence. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette base de données lexique avec 50 000 mots et avec leur fréquence, 50 000 mots et leur fréquence. C'est cette liste-là que nous avons classée par ordre de fréquence décroissante pour prendre les 5100 mots, les 5100 premiers mots. Voilà. Et ensuite, nous l'avons réorganisé par ordre alphabétique, ce qui nous a donné le canevas du dictionnaire pratique. Si j'étais claire, ça va? Comme je l'ai déjà dit, le dictionnaire pratique est la suite du dictionnaire fondamental. On peut dire deuxième volet du même projet. La question, qu'est-ce qui se passe quand on passe de 1000 à 5000 entrées? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Pour comprendre les changements, je vous propose de commencer par visualiser quelques entrées. Sur la colonne de gauche, vous voyez la version du dictionnaire fondamental et sur la colonne de droite, vous voyez la version du dictionnaire pratique et phraséologique. Les entrées sont construites de façon traditionnelle. Je fais 2 commentaires sur la version pratique. Les mots vedettes classés par ordre alphabétique. Donc dans ce cas-là, c'est le mot accord, entrée, accord. Chaque mot vedette, donc le mot accord, c'est mot vedette, est suivi, donc qui est mis en gras, suivi par une indication de sa catégorie grammaticale. Dans ce cas-là, c'est un nom du genre masculin. Chaque entrée contient plusieurs sens qui sont numérotés. Dans le cas de l'entrée accord, il y en a 6, si je ne me trompe pas. Chaque sens commence par une glose, écrite en italique, mise en parenthèse. Par exemple, l'entrée accord, premier sens, exprimé par la glose, le fait de penser de la même façon.
La glose est suivie par des équivalents picards. Par exemple, là, vous voyez accordance, accordage, intinte. Ok. Ensuite, vous voyez un point-virgule. Point-virgule, ensuite, carriage. La glose, ce moyen typographique, c'est-à-dire le point-virgule, m'a servi à délimiter des sous-sens au sein de chaque sens. Par exemple, les mots picards, accordance, accordage, intinte sont des équivalents génériques, tandis que le mot carriage traduit une nuance particulière. Carriage, accord entre un homme et une femme. Ces nuances sont souvent explicitées entre parenthèses. Vous voyez que les équivalents picards sont accompagnés des références citées, codées généralement sur 2 lettres. En effet, je vous rappelle que j'ai travaillé en compilant et en synthétisant les lexiques et des dictionnaires existants. Sur cette diapo, vous voyez les dictionnaires ou lexiques exploités pour mon travail. Ces sources couvrent équitablement toute l'ère linguistique picarde. Sur 21 lexiques utilisés, il y en a 16 que j'ai exploités systématiquement. Les 5 autres, mis en bleu sur cette slide, sur cette carte, ont été utilisés épisodiquement pour des compléments ou des vérifications. J'ai utilisé aussi des résultats du travail de la commission de néologie de l'agence, ainsi que les atlas dialectologiques. Vous trouverez les références complètes dans l'introduction du dictionnaire. Prenons un autre exemple. L'entrée bras. La même organisation de l'entrée par rapport au fondamental. Dans le dictionnaire pratique, vous voyez une seule variante phonétique bro. Dans le dictionnaire pratique, la standardisation phonétique et orthographique a été plus poussée par rapport au fondamental. Le choix a consisté à privilégier les formes centrales, mais aussi les formes pour s'éloigner du français. Ce principe est maintenant couramment adopté par les publications de l'agence. Par contre, la variation phonétique est davantage conservée dans les exemples. À la fin de l'entrée, vous voyez quelques locutions mises en gras. Par exemple, ici, vous voyez à bras le corps, à tour de bras. Ce sont des sous-entrées. Dans le cas de l'entrée bras, vous voyez, il y en a 4, et chaque sous-entrée correspond à une locution adverbiale différente. Encore un autre exemple, l'entrée partie. Encore une fois, cette entrée est, je dirais, riche de 2 sous-entrées. Parti pris, prendre parti. Alors, le travail nécessaire pour chaque sous-entrée est souvent équivalent au travail consacré à une entrée. Une sous-entrée peut contenir plusieurs sens qu'il faut traiter avec attention. Chaque sens est illustré par des exemples qui viennent tous des sources utilisées. J'ai rien inventé. Donc, le premier constat qu'on peut faire, après ces quelques exemples, c'est l'augmentation de la taille de chaque entrée. On ne peut pas dire que l'un des dictionnaires est meilleur que l'autre, non, ils ont des fonctions différentes. Quand on change de volume, dans notre cas, le volume du dictionnaire fondamental a été multiplié par 5. Ça ne veut pas dire multiplier uniquement par 5 le nombre d'entrées. Ça veut dire changer la nature du dictionnaire. Ce n'est pas seulement un saut quantitatif, mais un saut qualitatif surtout. Avant de commencer ce travail, je ne m'attendais pas du tout à une telle richesse lexicale du picard. Le fait de pouvoir exprimer de multiples nuances de sens m'a beaucoup surprise.
L'adjectif délicat est un bon exemple de cette richesse. Ici, j'ai relevé 7 sens différents, avec de multiples nuances traduites par de nombreux équivalents. Du point de vue lexicographique, un dictionnaire qui va jusqu'à 3000 entrées s'appelle le vocabulaire de base, dont les 1000 mots les plus utilisés forment le noyau d'une langue. Cela vaut pour chaque langue, au moins pour les langues indo-européennes. Suivant les critères qu'on applique, le noyau dur peut être légèrement modifié. Quand on dépasse les 3000 mots, les 3000 entrées, on bascule vers un autre modèle, vers le dictionnaire de culture générale. Et là, on est amené à traiter des questions lexicographiques qui ne sont pas traitées dans le dictionnaire fondamental. Je m'appuie pour les remarques précédentes sur les travaux théoriques d'un grand lexicographe russe, Vladimir Gag, grand spécialiste, auteur de multiples dictionnaires français-russes, décoré de la Légion d'honneur pour ses dictionnaires et dont j'ai suivi les cours comme étudiante à Moscou. Alors, parmi les questions lexicographiques à traiter, il y a le phénomène de polysémie à prendre en considération. Qu'est-ce que c'est la polysémie? La polysémie, c'est le caractère d'un signe qui possède plusieurs contenus, plusieurs sens. Autrement dit, comme on l'a déjà vu dans les exemples précédents, on est censé traiter le maximum de sens que chaque mot peut avoir et donner à chaque sens l'équivalent, parfois plusieurs, que la langue cible peut proposer. Prenons encore un autre exemple, l'entrée maison. Dans le dictionnaire fondamental, la méthode du dictionnaire fondamental était de trouver le mot le plus général convenant à la majorité des usages du mot en question. Tandis que dans le dictionnaire pratique et phraséologie, j'ai cherché à distinguer au maximum les différents sens. Dans le cas de l'entrée maison, vous voyez, j'ai réussi à relever 5 sens. Et vous voyez également que l'équivalent picard mason ou moison peut être utilisé pour traduire pleinement le mot français maison. Mais vous voyez sur cet exemple de côté droit que la méthode de recherche polysémique permet de révéler beaucoup d'autres mots picards. Donc si on regarde premier sens, vous pouvez utiliser mason, ainsi que baraque, baraquette, cabane, cabane, cachine, etc. Deuxième sens, logement à l'intérieur, également mason, mais bricole, astringue, etc. Troisième sens, quatrième sens, cinquième sens, etc. Encore un autre exemple, l'entrée entier. Toujours en suivant le même principe, pour le dictionnaire fondamental, on a choisi l'équivalent picard qui couvre le maximum d'usages, voir la colonne de gauche. Et pour le dictionnaire pratique et phraséologique, toujours soucieuse de relever le maximum de sens, j'ai distingué les usages de entier comme nom et comme adjectif, ainsi que de sous-sens, de locution, tout entier et en entier. Pour réaliser ce nouveau dictionnaire, en ce qui concerne le français langue générale, je me suis appuyée sur le petit Robert. Encore un autre exemple, le verbe avoir. Pareil, côté colonne de gauche, c'est le dictionnaire version fondamentale et côté droite, dictionnaire pratique et phraséologique. Alors, si on compare avec le petit Robert, je n'ai peut-être pas relevé toutes les nuances et toutes les fonctions que le verbe avoir ou avoir peut avoir, mais c'est déjà pas mal, je crois. Attention, à ce laps de temps extrêmement court pour ce type de travail, je n'ai pas pu
rentrer dans les moindres nuances, mais vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de choses. Ces quelques exemples démontrent que cette bascule d'un type de dictionnaire vers un autre m'a obligé à revoir en entier le dictionnaire fondamental. On a parlé de la polysémie, maintenant je voudrais dire quelques mots sur la synonymie et l'antonymie. Pour rappel, les synonymes sont des mots ou des expressions qui ont une signification très voisine. Les antonymes, au contraire, sont des mots qui s'opposent par le sens. Autrement dit, les relations de synonymie et d'antonymie s'établissent entre les mots, alors que la polysémie est interne aux mots. La rédaction du dictionnaire pratique m'a permis de constater que le volume de 5100 entrées n'est pas suffisant pour traiter complètement ces deux phénomènes, à savoir le phénomène de la synonymie et d'antonymie. Mais j'ai essayé quand même. Prenons l'exemple de l'entrée chance. Au premier regard, l'entrée est assez concise. Si vous comparez avec le petit Robert, qui distingue trois sens, trois sens dans l'entrée chance, on dirait qu'il en manque deux. C'est oui et non. Pourquoi? Alors, mon conseil, un conseil pour les usagers du dictionnaire pratique, si vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, dans ce cas-là, je vous invite à essayer d'étendre la recherche via les synonymes français indiqués dans la glose. Les gloses peuvent être utiles pour trouver un synonyme, c'est-à-dire d'élargir les recherches autour de mots chance aussi. Dans le cas du mot chance, on pourrait étendre le champ de recherche vers les entrées fortune et hasard, qui sont indiquées entre parenthèses dans la glose, en forme de glose. Au lieu de mettre, et là, si vous allez vers l'entrée fortune, vous pouvez trouver d'autres nuances. Et si vous cherchez chance équivalent de heureux hasard, vous le trouverez dans l'entrée hasard. C'est-à-dire la glose, ça peut aider pour détailler la recherche. Alors, pourquoi cette démarche? Premièrement, pour éviter des doublons. Et ce qui est aussi important dans le dictionnaire, dans le cas des dictionnaires volumineux, c'est un gain de place pour éviter d'augmenter inutilement le nombre de pages. En ce qui concerne les antonymes, c'est un petit peu plus complexe que ça. Prenons l'exemple de l'entrée doux. Sur les trois sens adjectivaux que j'ai relevés, on peut déterminer à l'aide d'un dictionnaire français une série d'antonymes. Parmi les plus fréquents, on trouverait les adjectifs suivants. Pour le premier sens, ça serait amer, aigre, acide, etc. Pour le deuxième, piquant, dur, etc. Et pour le troisième, agressif, brutal, sévère, violent. La liste pourrait être plus longue que ça. Or, dans ma liste des 5100 mots, je ne trouvais ni amer, ni aigre, ni acide, ni aucun des autres éventuels antonymes. Alors, il y a un dilemme. Je suis devant un dilemme. Ajouter ou ne pas ajouter dans le dictionnaire. Vu aujourd'hui, ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, c'était une vraie difficulté. D'un côté, je me dis, ça fait grossir le dictionnaire. Un dictionnaire de 5100 entrées, c'est pas mal,
mais loin d'être exhaustif. Il a des limites. D'un autre côté, vu le volume du travail que j'avais devant moi et le laps de temps très court, je n'avais pas le moyen de faire ces vérifications systématiquement. Donc finalement, dans ce cas précis, j'ai rajouté quand même amer et aigre. Alors, on a beaucoup parlé de la facette pratique du dictionnaire, mais il y a aussi un autre adjectif dans le titre, phraséologique. Pour rappel, la phraséologie, terme de linguistique, désigne l'ensemble des expressions, des locutions et locations et les colocations les plus fréquentes. En travaillant sur ce projet, j'ai porté une attention particulière à la phraséologie comparée du français et du picard. La traduction d'une langue dans une autre ne peut pas se faire uniquement à travers des mots isolés. Car une langue, c'est bien plus qu'une collection des mots. À travers la phraséologie, on voit toute une manière collective d'envisager le monde. En apprenant une langue, il est indispensable de maîtriser cet aspect de la langue. Dans le dictionnaire pratique et phraséologique, il y a environ 2000 locutions expressions françaises avec leur équivalent ou leurs équivalents, parfois il y en a plusieurs, leurs équivalents picards. Toutes ces expressions et locutions viennent des lexiques et dictionnaires que j'ai exploités pour ce travail. Elles sont systématiquement référencées. Je vous laisse regarder quelques instants les exemples sur cette slide. Choix des outils informatiques. Alors, il fallait aller très rapidement. Alors, on ne peut pas se passer aujourd'hui de l'informatique, hein. C'est nécessaire, c'est inévitable. Alors, comme pour le dictionnaire fondamental, pour ce projet, j'ai utilisé le logiciel Fieldworks. C'est un outil conçu par l'équipe SEAL pour la rédaction des dictionnaires. C'est un outil spécial pour la rédaction des dictionnaires. Le logiciel est simple au premier regard, mais en réalité assez complexe si on voudrait l'exploiter pleinement. Ce logiciel permet de gérer toutes les étapes de la rédaction jusqu'à la mise en page finale. Sur cette diapo, on revient à l'entrée bras, telle qu'elle se représente lors de la saisie, photo à votre gauche. Et à droite, vous voyez comment on traite une sous-entrée. Dans le cas de l'entrée bras, il y a 3 sous-entrées, à bras le corps et à tour de bras. Et chaque sous-entrée est traitée comme une entrée à part. Alors, pour mon travail, j'ai utilisé la majorité des lexiques, à savoir 15/21, au format numérique. Une partie des lexiques a été numérisée pour le projet Picartext par l'UPJV, une autre partie par l'agence, une partie qui vient des fonds privés. Une partie des lexiques, j'ai dû travailler manuellement car ils étaient impossibles à numériser vu la qualité des éditions. Le format numérique m'a permis de faire les recherches à travers les lexiques de façon semi-automatique. Une fois la majorité des sources numérisées, on croit donc pouvoir travailler très vite. En réalité, on se heurte à de nombreuses difficultés. La recherche automatique dans les fichiers ne donne pas des résultats qu'on espère. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'entrée
avoir. Pour travailler le mot avoir, on tape le mot, je ne sais pas si vous voyez ici, donc rechercher. Au-dessous, tout de suite, vous voyez le mot avoir en gras dans mon ordinateur, donc dans les fichiers numérisés. Donc je tape le mot avoir dans le module de recherche du logiciel Adobe Acrobat. En 30 secondes, vous voyez, 15 documents ont été numérisés. En 30 secondes, le logiciel vous ressort 3223 occurrences. Dans 15 lexiques numérisés. Waouh, génial. C'est rapide, n'est-ce pas? Mais, sauf que ici, les soucis commencent. La question du tri se pose. Une grande partie des occurrences ne sont pas pertinentes, voire trompeuses, comme vous voyez sur le troisième encadré. Par exemple, vous voyez, ça peut ressortir le verbe bourrager, être indisposé après avoir trop mangé. Donc, ici, cette séquence AVOIR n'a rien à voir avec l'entrée sur laquelle je travaille. Bon, une fois les occurrences traitées, il faut les organiser selon les différents sens du mot en question. Et cette recherche automatique n'est que la première étape. Elle permet juste de débroussailler le terrain. Derrière, il y a beaucoup de travail manuel. Un autre exemple. L'entrée fabuleux. Pareil, je tape fabuleux. On passe par la même procédure. La recherche automatique nous donne 5 occurrences dans 4 documents. Encore une fois, première réaction, waouh! C'est bien. Je rédigerai vite cette entrée. Mais non. C'est le cas contraire à l'exemple précédent. C'est-à-dire, quand il y a peu d'occurrences, forcément, ce n'est pas toujours suffisant pour rédiger une entrée du dictionnaire. Et là aussi, on passe beaucoup de temps puisque la recherche manuelle commence. Et donc, vous voyez le résultat sur cette diapo à droite. Donc, j'ai rajouté. Ici, j'ai peut-être pris que 2 exemples vite fait. Mais tout premier, qui a un caractère. Et donc, le premier sens, j'ai dû travailler manuellement. Alors, en parlant de la recherche automatique, il faudrait mentionner aussi des difficultés d'ordre informatique. La qualité de reconnaissance de caractère par le logiciel de scannage ne permet pas toujours de trouver le mot. Le logiciel peut, par exemple, confondre le O avec le 0 ou le U avec le N. Un autre cas de figure, vous lancez par exemple une recherche de la séquence FORT, fort, certes, ça peut ressortir fort comme adjectif, fort comme adverbe, mais également tous les mots qui commencent par fort, forteresse, fortune, etc. Conclusion, la recherche automatique fait gagner certainement du temps, mais pas toujours. Ah, pardon. Une autre difficulté, c'est que chaque auteur a sa conception du dictionnaire, sa philosophie. Tel auteur essaie de donner un équivalent français des mots et des expressions en picard, tel autre en donne une définition descriptive. Ce qui fait que certains lexiques sont assez concis et d'autres très bavards, remplis de commentaires métalinguistiques qui perturbent aussi fortement et très souvent la recherche automatique. La méthode utilisée par les auteurs n'est jamais la même.
Les auteurs sont souvent amateurs. La philosophie des auteurs est différente. Les lexiques sont faits à des époques différentes. Donc j'ai dû lire des lexiques page par page et faire des relevés manuellement. Faute de temps, je n'ai pas travaillé tous les 20 lexiques de A à Z. Un dictionnaire, même si on travaille sur des lexiques déjà existants, ce n'est jamais du copier-coller des morceaux pris dans des lexiques différents. C'est du cousu main. Et pour terminer ma présentation, je voudrais rappeler qu'il existe deux manières d'aborder un dictionnaire. Premièrement, comme un recueil de mots d'une langue. Dans ce cas-là, un usager s'en sert pour trouver des informations sur un mot précis. Ou comme un ouvrage quasi littéraire. Dans ce cas-là, on peut lire page par page pour mieux s'imprégner de la langue. J'espère que ce travail trouvera preneur et rendra service aux enseignants et aux apprenants et à toute personne curieuse du Picard. Et là, cette phrase, je vous remercie de votre attention et merci. Les questions? Il y aurait peut-être des questions aussi à Alain Desson qui est aussi présent parce que le premier projet, on a travaillé à deux. Le dictionnaire, il est en ligne? Vous pouvez aussi, on peut l'avoir en ligne ou non, c'est uniquement en édition? C'est la propriété de l'agence. Ah, d'accord. Bon, il faut aussi demander aux auteurs s'ils sont d'accord pour qu'on le mette en ligne. C'est la propriété intellectuelle de l'agence, je crois. Ce qu'il y a bien en ligne, c'est la recherche par phonétique. Parce qu'on a des fois dans les lexiques, quand on recherche un mot picard, si on prend en ligne le dictionnaire picard, on fait recherche. Là, c'est du français. Ouais, là c'est du français picard, c'est vrai. C'est ça que je comprends. Oui, c'est vrai que effectivement. Oui, moi, depuis le début, il y a quelque chose qui me trouve, c'est que moi, je ne suis pas picard, et donc j'ai besoin, quand je rencontre un mot picard que je ne connais pas, de partir du mot picard pour arriver au français. L'inverse ne m'intéresse pas du tout. Moi, je ne suis pas un traducteur du français en picard, mais j'ai besoin, quand je vois un spectacle, n'importe quoi, ou que je lis un texte, et qu'il y a un mot picard, j'ai besoin de savoir ce qu'il veut dire. Et pourquoi vous êtes parti du français pour aller vers le picard? Comme je vous ai déjà dit lors de la présentation, il y a donc la Picardie, par rapport aux autres langues régionales de France, on a beaucoup de la chance, les Picards ont de la chance parce que les Picards, c'est des gens qui écrivent, qui aiment écrire et qui aiment sauvegarder leur patrimoine linguistique. Et donc la Picardie, c'est la terre des dictionnaires, il y a des centaines de lexiques. Alors, il suffit de trouver un dictionnaire picard français qui vous convienne, mais l'idée du projet était justement de partir du français vers le picard. Et donc c'est un outil d'apprentissage. Aujourd'hui, les enseignants ont besoin d'un outil dont on puisse se servir pour justement de partir du français vers le picard. Donc l'objectif du projet, c'est de pouvoir écrire des textes en picard à partir du français. Les écrivains aussi, les écrivains. Donc le dictionnaire, quand on l'a conçu au départ, c'était aussi comme une aide à l'écriture. Comme une aide à l'écriture. Oui. Donc de donner un outil qui permette à des écrivains d'enrichir leur vocabulaire en picard. Des écrivains picards, j'entends. C'était ça la démarche. Oui, sauf que le problème, pardon, excuse-moi, mais sauf que le problème là, c'est des mots choisis du domaine intellectuel. C'est un choix, hein. Bon, du domaine intellectuel. Donc un gamin qui veut, je sais pas, utiliser une 25 ou un truc comme ça, il ne va pas le trouver dans le dictionnaire. On est sur des notions qui sont intellectuelles, après, littéraires, on va dire, et donc ça fait créer des textes littéraires. Si vous voulez, dans le premier dictionnaire, dans
premier volet de ce projet, il y a une index, donc qui peut être aussi utile, qui est fait du picard en français. Donc si ça peut servir. Si je peux apporter un complément, enfin, je comprends le besoin de vous exprimer, hein, effectivement la réponse que donne Ludmila, c'est effectivement, a priori, vous trouvez le dictionnaire de votre coin, en quelque sorte, du coin où est écrit le texte que vous étudiez, et vous avez de fortes chances de trouver le bon dictionnaire qui va vous donner toutes les réponses. Maintenant, si on veut faire, parce que cette question, elle est un peu récurrente, hein, on l'a déjà entendue, on aimerait bien un dictionnaire où on puisse trouver le mot picard et sa signification. Alors, visiblement, il y a effectivement, il pourrait y avoir, il semble qu'il y ait une demande là-dessus. Maintenant, la réponse à cette demande est beaucoup plus complexe que celle apportée par un dictionnaire français-picard. Parce que le picard, c'est donc un vaste domaine, une région de 6 millions d'habitants, hein, avec des parlers qui varient, hein, ça c'est ce qu'on dit classiquement, hein, ça change d'un village à l'autre. Hein. Et donc un mot va être légèrement différent quand vous le prenez dans la localité voisine. Donc il faut trouver un moyen de réunir tout ça d'une manière qu'on puisse retrouver toutes les formes et qu'on puisse quand même s'y retrouver. Alors ça a été tenté au moment où Guy Dubois et Raymond Dubois, pardon, pas Guy Dubois, Raymond Dubois et son ami Loriot, Robert Loriot ont commencé à poser les bases de l'Atlas linguistique picard, et au moment où ils ont écrit le questionnaire de l'Atlas linguistique picard, en fait ils avaient en amont commencé à créer un fichier de tout ce qu'ils pouvaient trouver comme vocabulaire picard, et un fichier absolument gigantesque, tellement gigantesque qu'il est maintenant perdu et qu'il n'a jamais été exploitable en réalité. Alors, on peut se dire que l'informatique maintenant pourrait rendre des services. Alors peut-être, c'est un nouveau projet, peut-être un nouveau chantier à démarrer, mais en tout cas, il y a du boulot si on veut faire ça. Ça c'est certain qu'il y a du boulot. Pourquoi pas, si un jour l'université ou une autre instance, ou l'agence arrive à mobiliser les moyens qui permettraient de faire ce genre de recherche. Mais je pense que là, c'était largement au-delà des ressources dont on peut disposer actuellement, des ressources humaines, je veux dire, dont on peut disposer. Mais c'est vrai que la question... On ne peut pas clore tout de suite cette question. Et déjà, la question pourrait se poser, donc c'est une nouvelle étape, c'est peut-être une des dernières étapes, mais qu'est-ce qui est après? Qu'est-ce qui est après? Ben moi, c'est la question que j'avais envie de te poser. C'est C'est quoi la suite? Une des réponses possibles, c'est ça, parce que vous avez raison, hein, parce que le répertoire, ça serait intéressant de faire ce répertoire des données picard, en picard. Mais l'étape suivante, ça serait peut-être travailler sur une application. Parce que ça serait peut-être une nouvelle demande. Le dictionnaire en papier, c'est bien. Version classique en papier, c'est très bien. Mais peut-être la demande des jeunes élèves, des jeunes, c'est d'avoir une application en ligne. Et rendre visible. Oui. Et c'est plus accessible. C'est plus rapide. C'est très pratique de l'avoir sous la main quand on fait un exercice de traduction en classe, mais si on veut généraliser l'usage du picard et le rendre plus visible, il faut bien sûr
occuper le terrain numérique. L'application est prévue, hein, je vous l'annonce. Voilà, mais je ne peux pas donner de délai aujourd'hui. Voilà. Mais après, il y a aussi des questions de propriété intellectuelle et de droit qui doivent être abordées par rapport aux données du dictionnaire. C'est quelque chose qui n'est pas aussi simple, hein, mais effectivement, c'est un besoin qui a été identifié. Le besoin qui a été identifié également de retrouver l'entrée Picard qui renvoie au français est également quelque chose qui remonte assez régulièrement. Oui, mais c'est logique. Voilà. C'est logique. Donc quand on a une version électronique, ça permettrait de c'est logique, et là on retrouver revient le mot français par rapport au Picard. Mais là, ouais. actuellement, c'est vrai qu'avec la version papier, c'est compliqué d'avoir une entrée en Picard et de retrouver le mot français. Mais en même temps, l'index qui était dans le premier dictionnaire a généré beaucoup d'erreurs de manipulation. Donc c'était peut-être une bonne idée de ne pas l'avoir dans le deuxième. Ça, j'en entends bien aussi. Il pourrait peut-être... il serait peut-être utile pour certains cas, mais c'est un autre travail. C'est un autre travail. Ça ne se fait pas automatiquement avec... il suffit pas d'appuyer sur un bouton et que... Non, c'est un autre travail. Il faudrait... Si on voulait faire l'index du dictionnaire pratique, il faut le reprendre page par page et l'index, c'est un travail manuel. C'est pas automatique. Ça prendrait quelques mois. Mais ça pourrait être intéressant parce que cette question revient. Question est récurrente et ouais. Mais le fait de pouvoir créer une application en prenant telle quelle, ça ne marcherait pas non plus, hein, parce que une application à chaque dictionnaire, chaque format du dictionnaire, chaque nouveau dictionnaire, chaque nouveau modèle, ça demande... on doit respecter la science, quoi, ce qui s'appelle la lexicographie. Oui, alors moi je voudrais revenir sur l'historique. Tu as donné une certaine profondeur historique à cette présentation. Ouais. Je trouve que ce serait intéressant de rappeler quand même l'existence, avant Cerchiglini, du rapport Jordan. Parce qu'il a vraiment, il me semble, ouvert les portes de la période dans laquelle on est encore aujourd'hui, à savoir une réhabilitation, un état d'esprit relativement favorable aux langues régionales. Donc c'est au début des années 80, 82 ça doit être, je crois. Et puis en termes de prédécesseurs aussi, je trouve qu'il faudrait citer Jean-Marie Braillon. Je l'ai cité. Tu l'as cité ? Oui. Oui. Parce qu'il a essayé de faire à la fois, en partant du français, et la synthèse de toutes les sources. Il a essayé de faire les deux, et c'est un travail qui mériterait encore d'être mis également accessible, enfin rendu accessible. Je l'ai cité. À la différence du dictionnaire fondamental, il y a toujours la question du volume. Avec là, c'est bon, c'était 5000, on ne pouvait pas, donc c'est pratique, il fallait respecter la polysémie, l'antonymie, la synonymie, etc. Et j'ai profité et c'était aussi la demande de l'agence, de citer régulièrement les références. Donc, si vous voyez bien, si vous avez déjà feuilleté au moins le dictionnaire, vous verrez que je mets les références systématiquement. Donc, comme Jean-Marie Braillon, je mets systématiquement, donc chaque équivalent, chaque citation, chaque expression, tout ça c'est référencé. Et donc la liste des références, la description courte des références, elle est dans l'introduction du dictionnaire.
dehors de l'aspect linguistique, il y a l'aspect anecdotique, si on pourrait appeler ça. Moi, j'aime bien regarder les expressions. Alors, quand je lis le Schlamaswehr de Marie-Madeleine Duquet, alors là, je prends mon plaisir, quoi. Tellement, c'est imagé, quoi, c'est imagé. Et puis là, en regardant, il y avait une expression, on parle de la chance, à l'Aubel. Et c'est vrai que je me dis, mais bien sûr qu'on dit à l'Aubel. Mais est-ce que ça se dit en français, la belle? Je sais pas. L'avoir belle. L'avoir belle. L'avoir Ça se belle. dit, ouais, c'est ça. Ça se dit. Et pour ça que je me disais, je retrouvais des expressions comme ça. Alors, il y a un mot qui m'est cher, et j'essaie toujours de trouver son origine, son truc, enfin, il y a tellement d'origines, c'est le mot Karimaro. C'est un mot tellement étrange, vous l'avez retrouvé, bien sûr. Hein, oui, oui, oui. Évidemment. Oui. Ça sera plein d'expressions, alors je ne sais jamais, à chaque fois que j'emploie ce mot-là, je me dis, j'espère que les gens ne vont pas confondre. Voir ce mot-là, Karimaro, c'est à la fois un sorcier, c'est à la fois un bohémien, c'est à la fois une espèce de gobelin, c'est-à-dire de lutin. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi un cheval qui s'allonge, hein, tout un tas de trucs comme ça. Et à partir de là, on trouve tout un tas d'expressions tellement imagées que... bon, parce que votre dictionnaire, je l'ai attaqué, hein, je crois, j'ai attaqué tellement de choses que parfois je ne lis pas toutes. Hein, faut pas, hein. Mais par contre, alors là, je me tourne toujours vers ce qui est anecdotique, quoi. Et c'est ça qui me plaît le plus. Alors vous allez peut-être être déçus parce que c'est pas sur votre travail que je vais regarder, mais c'est le travail d'à côté que je vais regarder, quoi. Alors, quand je dis Karimaro, vous voyez d'autres expressions, d'autres choses? Je sais que c'est un mot sur lequel je vais me plonger. Alors là, on va dire, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a trouvé, qu'est-ce qu'elle a... Là, tout de suite, Non, je dis ça comme ça. Hein, avec les expressions qui vont autour, quoi. Hein, et alors, je pense que c'est une grande chance, je pense ça. Alors, ça m'amène à une autre réflexion. Si on n'est pas très positif pour l'avenir du Picard, on peut être positif sur l'imaginaire autour du Picard et autour des expressions Picard. Et là, je me dis peut-être qu'un de ces jours, il y aura quelqu'un qui fera une espèce, pas de dictionnaire, mais voilà, quelque chose qui ressemblerait à ça, ou un lexique, sur ces drôles d'expressions imagées qui peuvent exister, quoi. Je suis sûr qu'on se plongera dans votre dictionnaire et qu'on se plongera dans le dictionnaire de Marie-Madeleine. Il y a déjà tout ça. Il y a déjà, regardez... Oui, c'est ça qui m'intéressait. Oui, mais j'en ai mis ici quelques exemples, mais sinon il y a... je me suis amusée pour compter un petit peu un tiers. J'ai compté sur 150 pages, donc j'ai multiplié par 3, je crois, et donc ça m'a donné 2000. Quel est le dictionnaire ou quel est le lexique qui vous a plus intéressé au niveau de ces expressions imagées? Alors, les expressions imagées, c'est pas pour dire du mal de Amiens, oui. Mais il y a plus d'expressions dans les dictionnaires belges et dans les dictionnaires du Nord. Du Nord, c'est grand le Nord aussi. Oui. Oui. Donc, dans le Boulonnais, Saint-Paul, Rouchy. Alors, Saint-Paul, Boulogne et Rouchy, c'est ça. Et dans le Hainaut, ils sont forts avec les Belgiques, avec les expressions imagées. D'accord. Après, ça dépend aussi de l'auteur. Quelle était sa préoccupation? Est-ce que la préoccupation de Debry était uniquement de pouvoir attraper tous les mots d'abord et ensuite s'il y a... Parce qu'il ne faut pas oublier aussi la question de la fatigue. Il y a la fatigue. Tout simplement, l'auteur d'un dictionnaire, d'un lexique, peut être fatigué à un moment donné, il se fatigue. Il y a, tout simplement, on peut être fatigué. Et là, et on fait autre chose. Vous imaginez, donc, quand je vous ai donné l'exemple avec le verbe avoir, vous tapez dans le moteur de recherche « avoir ». Et donc, j'ai raconté que le début de mes recherches, de mes soucis. Parce que vous mettez « avoir », c'est le premier approche. Ensuite, il faut faire des recherches contextuelles. Parce que « avoir », ça ne veut rien dire. Parce qu'il faut ensuite aller chercher dans les « je avoue », « nous avouons », « avoue », etc.
Et donc, l'entrée à voir, si je peux dire comme ça m'a coûté au moins 3 jours de ma vie. Donc c'est... La chance va vous rembourser. Non, mais c'est une anecdote aujourd'hui, mais à la fin de la rédaction, j'étais... je vivais plus, je voyais rien, donc j'étais... il y a une fatigue. Et alors, on se demande à chaque fois... Donc, comme je suis traversée par c'est mon vécu maintenant, mais à chaque fois, je me posais la question, comment est-ce que René Debrie fonctionnait? Quelle était sa préoccupation? Est-ce qu'il il cherchait à mettre que mot et son équivalent? Ou un autre qui cherchait à ajouter... Donc les Belges, ils sont vraiment soucieux des expressions imagées. Hein. Et là, c'est... Ouais. Après, on trouve... il y a des gens qui ont spécifiquement écrit des recueils d'expressions. Là, tu les connais probablement. Hein, mais ne serait-ce que pour prendre les Belges. Donc le Mila s'est appuyé sur le lexique de Paul Mayeux, oui, bien sûr. Mais Paul Mayeux a aussi écrit un recueil d'expressions qui vaut son pesant d'or. Donc on retrouve certaines des expressions dans le lexique de Paul Mayeux, et probablement que tu en as repris pas mal. Mais en allant chercher dans son recueil d'expressions, tu aurais pu peut-être en trouver encore d'autres. Je vais vous dire pourquoi je m'intéresse à ces expressions. Parce que quand un récit ou un conte, ou parfois même une légende a disparu, mais il reste une expression. Par exemple, quand on parle, un truc très très classique, hein, quand on dit « oh, je t'ai tapé que de l'homme hein, », en fait, il y a le conte derrière, et plein de gens ont oublié le conte, mais ils ont conservé l'expression. Hein, et c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je vous interrogeais là-dessus. Alors, une petite question, alors là, c'est pas vicieux ce que je vais vous demander, mais il y a Debrie qui a écrit sur le Vimeux, il y a Vasseur qui a écrit sur le Vimeux, alors, entre les deux, d'après vous. J'apprécie les deux. Pardon ? J'apprécie les deux. C'est différent. Oui. C'est différent. C'est-à-dire pour moi, le dictionnaire de Vasseur, il est bien fait, il est très soucieux phonétiquement parlant. Hein. Ah, oui. Et là, c'est une description détaillée, description phonétique détaillée de son parler. Et ça, c'est une richesse. Ça, c'est une richesse. Moi qui est à l'origine professeur de linguistique, si j'avais ça il y a 20 ans quand j'enseignais la linguistique, c'est une vraie richesse. Ouais, puis Vasseur décrit le parler de Niba, son propre parler. D'ailleurs, tu l'as classé hein, dans les dictionnaires localisés. Ouais. Les quelques mots hors Niba sont signalés par une astérisque. Donc ça, c'était la technique de Vasseur. Et Debrie avait sa technique à lui, qui est de ratisser. Alors, effectivement, comme tu disais, on peut se demander si s'intéresser... C'est systématiquement localisé. Hein. Oui, c'est localisé, mais il ratisse toute une zone. Donc il va faire systématiquement tous les villages, beaucoup de villages du Vimeux. Par contre, peut-être qu'il y a moins de richesse phraséologique. Peut-être. Chez Debrie ? Ouais. Effectivement, Debrie était peut-être plus intéressé par la récolte de mots que par la récolte d'expressions et de... Mais bon, du coup, les deux sont complémentaires, quoi. Enfin, il me semble. Si on veut parler de... Les deux sont complémentaires, le mot et l'expression imagée. Où est-ce que vous mettez la frontière entre une traduction, parce que c'est comme un dictionnaire pour traduire, et un usage qui utilise un glissement de sens, qui utilise un autre mot, et qui fait un glissement de sens pour... pour désigner un mot du français, il y aurait un mot picard. Donc
mais il y aurait aussi une expression imagée. Il figure ici comme une traduction de ce mot, alors qu'il représente une autre réalité. C'est le cas dans vos dictionnaires parfois? Il est fin là-dessus. Pour moi, ça veut dire qu'il est joli ou quelque chose comme ça. Vous le traduisez par... ça vient du français. Voilà, oui. Du français vers le... Non, j'ai mal compris peut-être. Mais je vais essayer de retrouver, mais... Je l'ai construit, le dictionnaire est construit parce qu'il y a dedans, de façon des usages traditionnelle. Des usages pour traduire un mot du français. Vous prenez le mot français. Voilà, mais quand on arrive à l'expression. Par exemple, l'expression mettre de l'huile sur le feu. Oui, voilà ça. Donc, soit c'est dans l'huile, soit c'est dans le feu. Mais il y a toujours un des mots qui est exactement ça. Il y a jamais, bien sûr, c'est comme dans un autre dictionnaire bilingue. Ouais. Parce que ça va du français au picard. Oui, ça d'accord. Oui, mais c'est comme dans des dictionnaires, n'importe quel dictionnaire, vous prenez un dictionnaire franco-espagnol, vous prenez et vous cherchez l'expression mettre l'huile, ou soit c'est dans l'huile, soit c'est dans le feu. Ouais. Oui. Ok. C'est comme ça. Non, je regarde. Après, il peut arriver, je ne sais pas si c'est ce que vous demandiez, mais il peut arriver que pour traduire un mot, tu aies mis une expression. Oui, ça peut arriver. Oui, c'est ça. Oui, ça peut arriver si, admettons, il y a une phrase, je ne sais même pas quelle phrase donner, ça peut être traduit en picard par une expression. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà, et dans ce cas-là, l'index qui manque. Voilà. Donc, la fonction de l'index serait de chercher le mot picard et numéro des pages où vous trouverez tel mot picard. Voilà. D'accord. Voilà, on revient à la même question de... Voilà, vous voyez la question... Voilà, la question est récurrente, on tourne toujours. Oui, parce qu'on serait tenté de dire c'est l'équivalent, donc c'est la même chose, donc ça veut dire... Donc... Donc c'est pour ça, donc ce dictionnaire, il a des limites, et c'est pour ça, exactement pour cette raison, je vous ai dit à la fin de ma présentation, c'est qu'il y a deux manières de lire un dictionnaire. Soit vous recherchez un mot exact, et vous faites des recherches précises sur un mot précis, vous faites des recherches autour d'un mot précis, soit il y a des amateurs des dictionnaires qui ouvrent le dictionnaire au milieu, à la fin, ou bien ils commencent par la lettre A, ensuite ils passent à la lettre B, etc. Donc c'est une autre manière de s'imprégner du vocabulaire d'une langue. Ça, d'accord. Donc, mais oui, mais malheureusement, je n'avais pas le temps pour faire ce travail. Ça aurait pris quelques mois, parce que ça serait un travail manuel, pas automatique. Et pourquoi avoir eu une contrainte de temps telle que vous l'avez subie? C'est l'agence. C'est l'agence. Ça, c'est pas vrai. Non, la question de l'index, elle a été posée, on en a discuté. Non, ce que je veux dire, quand on fait un dictionnaire, c'est quand même... Non, mais il faut que je renvoie... Oui, il faut forcément que ce soit la faute de l'agence, forcément. Non, cette question avait été discutée puisque le premier index qu'il y avait dans le dictionnaire vert avait généré des erreurs d'utilisation. Voilà. Donc, et là, je me rappelle qu'on en avait parlé et que ça n'avait pas été jugé nécessaire dans cette étape, d'où la question d'une autre étape, effectivement, avec une entrée picard et retrouver un mot français, ce qui permettrait justement d'aller vérifier, c'était le sens de la question, je pense, qui venait d'être posée, si j'ai bien compris. Non. C'est pas grave. Moi, j'avais compris une partie de la réponse. Alors non, j'ai pas compris la question. Je suis désolé, ça doit être trop confus pour moi ou trop complexe pour mon esprit. Mais quand je traduis, j'ai besoin d'aller rechercher effectivement
d'aller rechercher le mot picard et de bien voir comment le mot picard est utilisé. Donc si le dictionnaire était dans les deux sens, je vérifierais, j'irais d'un sens à l'autre. Et c'est vrai que cet aspect-là, oui, cet aspect-là, parce que je suis amené à faire quand même assez régulièrement des traductions, et ce dictionnaire m'est extrêmement utile, sauf que j'ai la chance d'en avoir le PDF. Ce qui me permet justement de le faire travailler dans les deux sens. Mais la version papier ne permet pas ça, elle n'a pas été prévue pour ça. Mais on a besoin, quand on trouve un mot, de regarder ce mot, quels autres sens il va avoir en français. Oui. Mais il y a, donc tu as de la chance parce que tu as la version PDF. J'ai le PDF. Oui, et j'ai déjà dit qu'en fait il y a environ 15 000 mots picards. Bon courage à celui qui fera l'indexation. C'est des mois de travail manuel. Il y a autre chose sur lequel qui m'amuse toujours quand je vois un dictionnaire, ce sont les faux amis. Donc les gens, les mots qui sont les mêmes dans les deux langues, ils ne sont pas du tout le même sens. Est-ce que vous avez répercuté pas mal? J'en connais bon. C'est qui courant autour de moi, déjà cabotin, cabotin. En français, ça n'a pas le même sens qu'en picard. En picard, c'est un cabotin, ça a plusieurs sens. En français, c'est un mauvais comédien. Il y a aussi, alors tu me lapides, lapider. Lapider, quand tu me lapides, ça veut dire tu m'énerves, c'est ça? Comment vous allez traduire ça? Tu m'énerves, c'est ça, tu me lapides, tu m'embêtes. Et puis il y en avait aussi, une fois je me suis fait avoir, j'étais en Auvergne et j'ai dit, oh je suis tout pourri. J'étais tout mouillé. En fait, et là, les gens avaient dit, ben oui, c'est ça. Alors c'est tout ce qui est anecdotique qui m'intéresse quand je dis un dictionnaire. Il n'est pas possible de faire un petit condensé de. Ça ne doit pas être si nombreux que ça, les faux amis. Je sais pas. C'est une question que je me pose. C'est une bonne question, une colle. Il y en a pas mal, les faux amis. Affolés pour blesser. Oui, affolés pour blesser. Il y en a pas mal, les faux amis. Affolé pour blesser, oui. Ah oui, affolé pour blesser, abolir aussi. Abolir. Ceci dit, à chaque fois, en réalité, il y a on retrouve l'histoire du mot. Oui, c'est ça. Affolé pour blesser, c'est que le sens en français, c'est probablement affaibli par rapport au sens d'origine. Donc à chaque fois, on aurait un petit peu ce genre de choses. Cabotin, c'est sûr que l'origine des cabotins, c'est bien le cabotin au sens de mauvais comédien. Simplement, ça s'est spécialisé dans le sens de marionnette. Donc il y a des évolutions de sens comme ça qui ne sont pas tout à fait les mêmes en français et en picard à partir d'une souche commune. Plus que de faux amis, on a en fait là une espèce de condensé, de raplatissement de l'histoire de la langue, histoire qui est faite de convergence peut-être et de divergence. Je ne sais pas si je suis très clair. Alors le fameux miette, c'est vrai quoi cette histoire-là, à la limite possible, à la miette possible, ou toutes ces choses-là, c'est vrai. La négation, vous avez traité la négation? Oui. J'imagine dans les dictionnaires. Mais donc le fameux miette, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça quoi? J'ai pas fait des études étymologiques. Alors, je peux apporter une réponse, c'est que le mi de je ne sais mi, par exemple, c'est effectivement le même mi que la mie de pain. Alors, c'est-à-dire qu'on désigne un tout petit objet, je ne sais mi, donc je ne sais pas une toute petite chose, une toute petite particule. Et c'est pour ça que tu as à la fois mi, qui est la miette, la mie de pain, donc c'est bien ça, et tu as, quand on dit je ne sais point, c'est bien le point. Voilà. Et je ne sais nain alors. Je ne sais nain, c'est nien, c'est le néant. Ah, c'est le néant. C'est pas le nain, c'est pas l'influence flamande alors. Non. C'est le néant. C'est le néant, oui. C'est negante ou un truc comme ça, c'est le néant. C'est le néant, d'accord. Donc c'est encore moins qu'une miette, quoi. On partira mal. J'ai une question, j'ai eu l'introduction. À la partie standardisation, il y a des expressions qui sont précédées d'une astérix. Oui. Je voudrais savoir quel sens tu as donné à cette astérix avant ces expressions. En linguistique, on m'a appris à la fac Encore une fois. À la standardisation, il y a des expressions, des mots plutôt, qui sont précédés d'une astérix.
cours, on m'avait appris qu'en linguistique, on précède une Astérix des phrases qui sont fautives, qui sont pas bonnes. Oui. Il faut savoir quel sens ça a dans le dictionnaire les mots qui sont dans la partie standardisation qui sont précédés d'une petite Astérix. Est-ce qu'il y en a? Oui. Tu peux donner un exemple? Tu peux donner un exemple? C'est la page 13 de l'introduction. J'ai pas l'exemple. Les mots précédés dans l'Astérix. Ah oui. Oui, c'est les variantes non retenues. Ouais, je peux peut-être répondre parce que c'est moi qui ai écrit cette partie. En fait, non, c'est une reprise d'un ancien texte. En fait, on a repris d'un ancien texte. Oui, c'est juste, c'est les variantes non retenues. C'est les variantes qu'on avait trouvées. C'est pas l'usage du dictionnaire. C'est pas tout à fait l'usage habituel, parce que normalement, effectivement, l'astérisque renvoie à des formes non attestées. C'est pas vraiment fautif, mais non attestées. Vous me posez la question parce que effectivement, ce qui est dit, c'est que c'est des formes qui sont attestées mais pas retenues. Là, c'est les formes non retenues dans un éventuel standard. Oui. Dans le choix possible des formes, on en privilégie une, et celles qui ne sont pas privilégiées, qui ne sont pas retenues, sont notées effectivement par l'astérisque. À part les faux amis, est-ce que des mots français ont été virés parce qu'ils étaient trop français et pas assez picards? Les mots français ont été virés régulièrement. Je les ai gardés au cas où il y avait aucun équivalent picard possible. Ouais. Il y a des usages qui ne figurent pas dans le dictionnaire mais qui sont attestés. Il y a un choix. Le choix, il va vers le... Si les mots français étaient attestés, je les ai quand même gardés. Et dans ce cas-là, je mets en parenthèse référence. Mais il y a eu des cas comme... ça, je ne peux pas dire tout de suite. Les mots internationaux comme politique. Donc, ça serait forcément politique, comme dans toutes les langues. Oui. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des nouveaux mots aussi qui apparaissent avec l'informatique, par exemple? Ah, ça, j'ai repris les... Les textes les récents, quoi. Non, j'ai repris les travaux de l'agence. D'accord. Les travaux de la commission de néologie. Ça, j'ai repris. Le vocabulaire de l'informatique et le vocabulaire de l'école scolaire. Donc scolaire et informatique. Voilà, c'est tout. Si c'est... Vous avez une entrée sur le mot souris? Oui, je crois. Bah non, mais c'est pas dans le... Normalement, oui. Oui. Petit mammifère rongeur, cerise, soérie, collectif Churchin, chauve-souris, casserie, cerise volante, et informatique, cerise. Et en picard, ça se dit comment? Cerise. Une cerise. Une cerise. Un cerise. Un roux. Un merci. Un chevreau. Un chevreau. Bon. Cette note. Pardon, c'est anecdotique encore. Comment traiter le vocabulaire grossier, quoi, c'est ça. Alors, moi, j'ai été très étonnée et agréablement surprise que les auteurs des dictionnaires, même au XIXe siècle, ils ne faisaient pas systématiquement ces distinctions, mais ils mettaient des remarques familiers, argot, populaire, ironique, et là, s'il y avait une remarque comme ça,
je les ai gardés. J'ai pas fait un travail de recherche très poussé, mais ça sera intéressant parce que ça m'a beaucoup impressionné. On disait ironique, ironiquement dit, ou usage érotique. Tu as repris. J'ai repris les remarques des auteurs. Ouais. Et j'ai laissé entre parenthèses. Intéressant. Ouais. Est-ce que du coup il y avait des mots où c'était considéré comme une picardie soutenue? Il y avait marqué, il y avait enregistré des registres de langue dans les lexiques que vous avez vus? Ça non. Ça non? Non. Il n'y avait pas de remarques soutenues, littéraires, mais il y avait ironique, familier, argotique. C'est-à-dire, même en picard, on pourrait faire cette recherche. Bah, merci pour vos questions. Voilà, donc ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas, les livres sont en vente et peuvent être dédicacés. Le dictionnaire fondamental et le dictionnaire pratique. Et puis aussi dans le Nord. Voilà. C'est de la publicité, c'est un. Alors c'est pas du Picard, c'est un petit livre sur le français régional du Nord et de la Picardie, qui a été publié par les éditions Le Robert, qui a fait une collection des différentes régions de France, hein, des Français régionaux des différentes régions. Donc il y a le français de Bretagne, le français de Marseille, le français d'Alsace et d'autres. Et donc celui sur le Nord et la Picardie, on l'a rédigé tous les deux. Et donc il est également, s'il y en a qui s'intéressent, en vente C'est un à projet l'accueil. intéressant porté par le Robert. Donc ils voudraient étendre la collection sur 75 langues régionales. Voire plus, parce que pour certaines villes, il y aurait un dictionnaire spécial ville, comme Marseille par exemple, le Marseillais. Donc c'est pas du Picard, mais il y a du Picard dedans quand même, puisque vous devez bien vous douter que le Picard influence le français régional. Non, je voulais dire qu'il y aurait une centaine de livres dans cette collection.